Bonjour, alors dans ce chapitre 4, réaction chimique et bilan de matière, on va revoir ensemble de quels moyens dispose le chimiste pour suivre une transformation chimique. Donc je vais bien sûr parler du tableau d'avancement. Je commencerai par quelques rappels et puis on fera une étude de cas pour rendre les choses un peu plus concrètes. Ce qui peut être intéressant par contre, c'est de faire un exercice d'approfondissement qui lie les valeurs d'absorbance en fonction du temps et l'avancement d'une transformation chimique. Donc on le fera ensemble en cours. Alors rapidement, quelques rappels sur les transformations chimiques. On peut modéliser une transformation chimique par un bilan réactionnel. Vous devez savoir qu'au cours d'une réaction chimique, les réactifs diminuent alors que les produits augmentent. Ça, c'est ce que vous avez vu l'année dernière. Il faut faire attention aussi à bien ajuster un bilan chimique, une équation bilan. C'est-à-dire, quand je dis ça, je pense aux éléments chimiques et aux charges électriques, qui ne sont pas forcément nuls. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte avec cet exemple. À droite et à gauche, on a deux charges positives. Donc ça veut dire que la charge n'est pas forcément nulle. Souvenez-vous bien de ça. Les ions spectateurs, on ne les met pas toujours, donc du coup, ça annule pas toutes les charges. Et le nombre stoichiométrique indique les proportions dans lesquelles les réactifs disparaissent et les produits apparaissent. Donc je vais être un peu lourd avec ça pendant le chapitre. Ça sera très important pour vous de bien comprendre l'utilisation des coefficients stoichiométriques afin de ne pas les oublier lorsque vous ferez le tableau d'avancement. Alors, commençons notre étude de cas. Comment décrire l'évolution d'un système chimique? Alors déjà, on va considérer les réactifs suivants. On a du diode, qui a cet aspect-là lorsqu'il n'est pas dissous et qui est bien jaune-orangé en phase aqueuse, et du thiosulfate de sodium, qui a cet aspect-là et qui, lui, est incolore en solution. Les produits seront des ions iodures, qui sont incolores en solution, et des ions tétracionates, S4O6-, qui sont également incolores en solution. Deux cas possibles en fin de réaction. Soit le mélange réactionnel reste incolore, soit le mélange réactionnel reste un peu jaune-orangé. Donc, reste à savoir comment faire pour vérifier, éventuellement prévoir les résultats de l'expérience ou les interpréter. Alors, il est bien évident que les résultats d'expérience vont dépendre complètement des quantités de matière de réactifs que vous avez introduits au départ. Donc pour bien voir ça, on va s'intéresser déjà à l'équation de la réaction. Sur la diapo d'avant, vous avez la liste des réactifs et des produits. Donc je vous laisse mettre pause et essayer de trouver vous-même l'équation de réaction. Si ça pose problème, c'est important. Donc posez des questions au cours suivant. Voilà les réactifs, les produits, et j'ajuste assez facilement cette équation. Je me rappelle que la seule espèce colorée, c'est bien le diode, en solution qui est jaune-orangé. Et ensuite, on va interpréter les deux résultats possibles de l'expérience. Alors pour ça, on va étudier cas par cas. Premier cas, je rappelle, c'est le bilan donner une solution incolore. Et le deuxième cas, donner une solution jaune-orangé. Donc il faut qu'on se pose la question, qui était le réactif limitant et qui était le réactif en excès pour les deux cas. Donc pareil, je vous laisse mettre pause et réfléchir par vous-même. Alors, dans le premier cas, la solution finale est incolore. Donc forcément, vu que la seule espèce colorée, c'était le diode, ça veut dire qu'il n'y a plus de diode en solution. Donc bien sûr, le réactif limitant, c'était le diode. Et le thiosulfate, qui était du coup en excès. Le deuxième cas, c'est le contraire. La solution finale, le bilan final, devait forcément contenir encore du diode, donc le réactif limitant, c'était bien le thiosulfate. Et le diode était en excès. Donc maintenant que ceci est clair, on va voir comment est-ce qu'on pourrait suivre l'évolution des réactifs et des produits au cours de la transformation. Petit rappel sur la stoichiométrie. Donc on avait trouvé le bilan suivant tout à l'heure. Je rappelle que les chiffres disposés devant les substances chimiques, c'est ce qu'on appelle les nombres stoichiométriques. Ce sont eux qui vont nous renseigner sur les proportions avec lesquelles vont réagir les réactifs et se former les produits. Alors, le vocabulaire qu'on avait vu pendant les activités concernant l'avancement, il était noté petit x. C'est très important de ne pas oublier que c'est en mol, donc quand vous rédigerez, il faudra bien faire attention de ne pas l'oublier. Et c'est ce qui permet de suivre au cours de la réaction l'évolution des quantités de matière, des réactifs et des produits.
On avait vu également dans l'activité la notion d'avancement maximal qui correspond à la quantité de matière du réactif limitant. Alors, moyennant un coefficient stoichiométrique près, on va voir. Une fois le réactif consommé, je rappelle que la réaction s'arrête et qu'elle est à son maximum d'avancement. Et c'est là qu'on peut déterminer le Xmax. Alors maintenant qu'on a rappelé la définition de l'avancement et de l'avancement maximal, il va s'agir de construire le tableau d'avancement pour savoir si on est dans le cas numéro 1 ou dans le cas numéro 2. J'aurai également besoin, bien sûr, des quantités initiales de réactifs introduits. Donc, vous pouvez mettre pause et essayer de construire le tableau d'avancement. Alors, essayez d'aller le plus loin possible et essayez, tant qu'à faire, si vous savez faire, de déterminer s'il s'agit ici du cas 1 ou du cas 2. Alors, voilà le tableau qu'il fallait construire, enfin en tout cas la structure globale. Donc ici, on peut voir l'équation chimique qui s'est produite, la transformation chimique qui s'est produite lors du mélange. Ici, cette ligne-là correspond à l'état initial, c'est-à-dire un avancement qui est nul, la réaction n'a pas encore commencé. Et donc, la quantité de matière I2 correspond ici, dans cette cellule-là, à la quantité initiale. Elle n'a pas bougé. Celle de I2, c'est celle qu'on a introduite. Donc, le calcul C fois V vous donne 0,10. Alors, faites gaffe, ici, je me suis mis en millimoles, moi. Donc, c'est des moles 10 puissance moins 3. Pour le thiosulfate, pareil, grâce à C fois V, je calcule la quantité de matière de thiosulfate. La quantité d'ion iodure est nulle puisque la réaction n'a pas encore commencé. Pareil pour le tétracionate. Ensuite vient l'état intermédiaire, donc une valeur d'avancement X qui est quelconque. Donc ici 0,10 moins 1x. Donc vous voyez ici, j'avais donné les explications en classe. Le 1 correspond au coefficient stoichiométrique. On retranche bien une quantité de matière. Je rappelle que l'avancement est en mol. Donc on a une quantité de matière initiale à laquelle on retranche une certaine quantité de matière. Et ensuite, pareil à côté, 0,40 moins 2x cette fois, puisque le 2 correspond au coefficient stoichiométrique ici. Ensuite, 0 plus 2x cette fois. Vous voyez qu'on rajoute de la quantité de matière, puisqu'on est du côté des produits. Et toujours le 2 qui correspond au coefficient stoichiométrique. Et ici, le 1 qui correspond au coefficient stoichiométrique. Alors, je ferai une vidéo plus tard pour réexpliquer, éventuellement pour ceux qui n'ont pas compris, pourquoi ces coefficients stoichiométriques arrivent ici. C'est un peu long, j'ai préféré vous le faire en classe, mais je ferai une vidéo quand même au cas où. Et l'état final, donc, c'est Xmax. On remplace X par Xmax, tout simplement, parce qu'on suppose qu'on arriverait à l'état d'avancement maximal. Et donc l'objectif, c'est de savoir, en exploitant ce tableau, si on se trouve dans le cas numéro 1 ou dans le cas numéro 2, au vu des quantités initiales de réactifs. Donc pour répondre à la question, on a besoin d'identifier déjà le réactif limitant. Donc pour ça, deux hypothèses possibles, soit c'est le diode qui vient à manquer, soit c'est le thiosulfate. Je vous laisse mettre pause pour rechercher la valeur de Xmax. On se reprend après. Alors, donc, si le diode est le réactif limitant, vous deviez trouver une valeur de Xmax de 0,10 mmol. Et si c'était le thiosulfate, une valeur de Xmax de 0,20 mmol. Alors, pour votre rédaction, ça peut être pas mal d'écrire Xmax 1 et Xmax 2 pour chacune des hypothèses. Ça permet de ne pas s'en mêler les pinceaux. Si jamais vous n'avez pas trouvé ces valeurs de Xmax, notez-le dans un coin de votre feuille et vous devez forcément avoir une ou deux questions. Si vous savez que ce n'est pas clair, il faudra penser à m'en parler au prochain cours. Donc, comme vous le savez, on va retenir finalement la plus petite valeur de Xmax. Sinon, on se retrouverait avec une quantité de réactifs en excès négative. Donc, ce qui n'est évidemment pas possible. Alors, pour répondre à la problématique, il suffit, connaissant la valeur de Xmax, de faire le bilan réactionnel et de voir quel réactif il reste, tout simplement. Alors, je vous laisse mettre pause
C'est facile, hein, il suffit maintenant on connaît Xmax, il suffit d'utiliser la toute dernière ligne du tableau et de remplacer Xmax par sa valeur et de faire les calculs pour chaque substance. Allez, mettez pause et essayez de le faire. Voilà ce qu'il fallait trouver. On avait la quantité finale de diodes qui était égale à la quantité initiale de diodes moins la valeur de Xmax trouvée. Donc c'était 0,10 moins Xmax, on trouvait 0 millimol. Donc du coup, ça veut dire qu'on était dans le cas numéro 1. La solution était bien incolore à la fin. Pareil pour le thiosulfate, donc la quantité finale, c'est égal à la quantité initiale moins 2 Xmax, on trouve 0,20 millimol. Et même principe pour les produits. Voilà, donc là, on a fait le... Alors après, on pourrait éventuellement vous demander de calculer une concentration ou une masse si vous avez des solides. Donc là, pour ça, je vous laisse vous référer à la fiche tactique du chapitre. Petite remarque, un petit attention là. Qu'est-ce qu'on observerait dans le cas d'un mélange stoichiométrique? Essayez de réfléchir à ça pour la prochaine séance de cours. Si ce n'est pas évident pour vous, ben, vous aurez sûrement des questions. Pensez à les noter. Voilà, on en a fini pour ce chapitre. À bientôt en cours.